Je vais vous demander maintenant d'accueillir Ximaï Ban. Elle est la référente espace clos et environnement extérieur, elle aussi à l'ARS. Et son exposé portera sur l'urbanisme favorable à la santé. Alors, bonsoir à tous. Je vais revenir sur un terme qu'on n'arrête pas d'évoquer et qui est tout à fait dans le titre de l'événement d'aujourd'hui, la santé. Donc, comme vous le savez certainement, la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, c'est beaucoup plus complexe que ça. La santé, c'est un bien-être à la fois physique, mental et social. Donc, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises lors de cette soirée. On a ce qu'on appelle les déterminants de santé qui influencent notre santé. Ils peuvent agir de façon isolée ou de manière concomitante. Et en fait, cette figure-là vous montre que précisément, notre santé, elle est influencée par notre génétique, nos facteurs individuels, notre âge, nos prédispositions génétiques. Elle est influencée par nos modes de vie, nos habitudes, le fait qu'on pratique de l'activité sportive, qu'on mange sainement, qu'on ait des addictions ou pas. La santé est aussi influencée par le contexte socio-économique, le fait d'avoir un logement, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès facilement à tous les équipements publics. Et aussi, la santé est impactée par la qualité de notre environnement physique, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité des sols, et aussi les nuisances sonores. Donc, qu'est-ce que ça signifie être favorable à la santé ? Donc, ça, naturellement, vous pensez, c'est favoriser ces déterminants de santé de manière positive. Donc, dans ce diagramme à droite, vous constatez que toutes les catégories de déterminants de santé n'ont pas le même poids en termes d'influence sur notre santé. Et on retient que le fait d'avoir accès à un système de soins impacte 10% de notre santé. En revanche, l'environnement physique, ce que je vous disais, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité des sols, ainsi que les modes de vie et le contexte socio-économique impactent 70% de notre santé. Ainsi, si on veut vraiment être favorable à la santé, on peut proposer d'agir prioritairement sur l'environnement physique et les modes de vie et le contexte socio-économique. Donc, naturellement, qui est légitime pour faire de l'urbanisme favorable à la santé ? Par les mots-clés que je viens de vous dire, vous avez vite compris que c'est les collectivités territoriales. Donc, les collectivités, elles jouent vraiment un rôle clé pour améliorer la santé de la population par les décisions qui sont prises au travers des outils de planification urbaine et les opérations d'aménagement. Donc, je vous propose de bien retenir le fait que tous les choix que vous faites au quotidien, ça influence la balance santé de vos administrés. Donc, comment faire de l'urbanisme favorable à la santé ? L'idée, c'est de promouvoir une démarche de santé globale avec cette définition que je vous disais en introduction, pas juste l'absence de maladie ou d'infirmité, mais vraiment avoir une vision plus large, donc le bien-être physique, mental et social. L'objectif est de choisir des pratiques d'aménagement qui ont pour la finalité le bien-être des administrés. L'idée est de maximiser les facteurs de protection et de minimiser les facteurs de risque, tout en réduisant les inégalités sociales et territoriales. Concrètement, je vous parlais d'environnement physique, de facteurs socio-économiques et de mode de vie. L'objectif, par des pratiques d'aménagement favorables à la santé, c'est de réduire l'exposition des populations aux nuisances. Ainsi, on agit sur la qualité de l'air, l'environnement sonore. L'objectif est aussi d'adapter la ville pour lutter contre les effets du changement climatique. Donc ça passe par la lutte contre l'imperméabilisation des sols et plus de végétalisation. Comme ça, on permet de faire chuter en quelque sorte la température et on a une influence positive sur la biodiversité. Ensuite, concernant les facteurs socio-économiques, l'idée est de favoriser la cohésion sociale et le bien-être. Donc, on favorise les compétences individuelles de chaque personne qui est moins isolée. L'objectif est aussi de promouvoir des comportements sains, d'encourager à l'activité physique, à une alimentation plus saine. Donc, il y a vraiment une multitude de leviers d'action pour faire de l'urbanisme favorable à la santé. Donc, comment l'appliquer sur votre territoire ? Naturellement, chaque territoire est différent. Il y a des spécificités locales, donc je n'ai pas de réponse clé en main. J'ai pourtant un certain nombre d'exemples qui pourraient s'apparenter à de l'urbanisme favorable à la santé et qui pourront être développés à l'occasion d'autres ateliers d'échange plus techniques, entre guillemets. Donc, notamment, l'idée, ça pourrait être de favoriser une plus grande biodiversité avec l'implantation de certaines espèces locales.
Toutefois, il faudra bien faire attention à ne pas implanter en grande densité des substances particulièrement allergènes. Ensuite, l'idée pourrait être favoriser la mise en œuvre de plus de mobilité active et de vraiment réfléchir à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Troisième exemple, on pourrait travailler sur la qualité des logements. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir un habitat insalubre, c'est de rénover au fur et à mesure certains logements. Mais attention quand même, lorsqu'on fait de la rénovation énergétique, il faut quand même veiller à l'effet collatéral. Si on isole trop, si on étanchéfie trop, on a peut-être un risque sur la qualité de l'air intérieur selon les matériaux de construction qu'on a choisis. Donc, dans toutes les décisions qui sont prises, il y a un équilibre à trouver. Donc, c'est souvent le choix du curseur qui peut être un peu difficile pour être sûr qu'on ait vraiment une balance positive. Donc, là, je vous parle d'urbanisme favorable à la santé. Naturellement, vous vous dites que vous en faites certainement tous. Donc, pourquoi cette présentation ? Donc, en fait, faire de l'urbanisme favorable à la santé, c'est surtout réfléchir à un projet clair, défini, et formaliser toutes vos réflexions. Et les expériences montrent que plus on formalise et on s'entoure de personnes qui ont des compétences transversales et intersectorielles, ça permet de faire émerger de nouvelles idées et de progresser sur cette réflexion de santé de manière globale. Donc l'idée, c'est surtout de travailler, comme je vous dis, de manière transversale, d'identifier les points forts et pouvoir les accentuer pour avoir une pratique vertueuse en faveur de la santé de vos administrés. Donc les bénéfices qui pourraient être attendus, notamment en faisant de l'urbanisme favorable à la santé dans votre territoire, ça pourrait être la prévention de manière générale, comme ça, par exemple, par plus d'activité physique, plus de mobilité active, on contribue à la réduction de certaines maladies cardiovasculaires, par exemple. Et ainsi, c'est un petit peu simpliste, effectivement, mais on peut éviter que certaines personnes rentrent dans le système de soins. C'est vrai que ça se construit dans le temps, mais des petits efforts mis bout à bout peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé. Ensuite, puisqu'on améliore le cadre de vie par l'urbanisme, on peut peut-être s'attendre à une attractivité en augmentation du territoire. Ça reste sous forme de question. Et enfin, je vais conclure sur le fait que rendre un environnement favorable à la santé est une des priorités du plan national santé-environnement, le 4e. Et donc, à ce titre, l'ARS Centre-Val de Loire accompagne les collectivités territoriales qui souhaitent se lancer dans cette dynamique par un accompagnement technique. Et sur le plan financier, pour l'instant, c'est en cours de discussion, mais il est possible d'y avoir un accompagnement peut-être dans les années à venir. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.